Bonsoir et bienvenue sur Chaîne, l'émission qui vous donne du peps et qui vous aide à révéler la meilleure version de vous-même. Je suis Gloria Oussou. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'immense honneur de recevoir sur ce plateau une femme au grand cœur, une passionnée de l'humain et experte en relations clients, une femme de conviction, de vision et d'impact. Ce soir, nous allons passer un moment vrai. Nous allons écouter un parcours authentique entre défis et doutes, mais également avec de belles réussites inspirantes. Mesdames et messieurs, restez connectés. Votre moment chaîne se passe maintenant. Bonsoir ici. Merci d'avoir Bonsoir. honoré mon rendez-vous. Je vais te laisser te présenter. Merci, je te remercie pour l'invitation. C'est un honneur pour moi d'être sur ton plateau pour échanger avec toi et parler de nous, de nos challenges en tant que femmes et pour que on puisse vraiment partager nos expériences avec les internautes. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être là. Je me présente. Oui. Je m'appelle Essie Cody. Je suis consultante et formatrice en relations clients et j'ai créé mon cabinet en 2023 après 16 années de carrière en tant que cadre dans l'industrie bancaire. Et aujourd'hui, je tiens un cabinet où je suis à la tête d'un cabinet qui accompagne les entreprises, les multinationales sur la question de l'expérience client. Et le cabinet est basé à Dakar. On a eu une représentation au Togo. Et en 3 années d'activité, nous avons pu couvrir 7 pays de l'Afrique. Et les challenges sur lesquels nous accompagnons nos clients sont les enquêtes de satisfaction, les enquêtes mystères et la formation de leur personnel sur les thématiques de vente et de l'expérience client. Et aujourd'hui, je me définis comme une visionnaire qui milite pour une relation client pensée, conçue par les Africains pour les entreprises africaines. Parce que longtemps, on a voulu copier les stratégies venues d'ailleurs pour implémenter dans les entreprises africaines. C'est pour ça que ça marche pas. Donc aujourd'hui, on a tout pour pouvoir concevoir notre relation client en se basant sur nos réalités socio-culturelles pour donner cet élan de la relation client en Afrique. Un modèle vraiment adapté pour l'Afrique. Absolument. D'accord. Je vais aller un peu plus tôt. J'aimerais bien savoir, c'était qui ici à l'âge de 20 ans? Ok. Et si à l'âge de 20 ans, j'étais une petite fille pleine de vie, comme aujourd'hui, j'ai Oui. pas changé, hein. Donc, cette petite fille pleine de vie qui a la joie de vivre, j'ai grandi dans une famille modeste. Et dans cette famille, la toute première valeur, c'est la bienveillance. Et aux côtés ou parmi mes frères et sœurs, en dehors de cette bienveillance, il y avait vraiment 2 valeurs complémentaires qui avaient baigné notre éducation tout au long, le temps qu'on a eu à passer en famille avec nos parents et nos frères et sœurs. C'était quoi ces 2 valeurs? C'est le respect des autres et surtout le respect des aînés. Et en dehors de ça, la responsabilité et le devoir. Et j'étais cette petite fille-là, si je peux parler de particularité, ce qui me démarquait des autres, c'est que je suis une petite fille très brillante et je suis sûre qu'il y aura des camarades de classe qui vont tomber sur ce podcast. Je faisais toujours partie des top 5 en termes de performance en tout cas dans mon cursus éducatif. Et ça fait que les gens m'adoraient, c'est-à-dire mes proches. Mon père avait toujours
cette étoile dans les yeux quand il parle de Cette moi. fierté. Cette fierté, c'est ma fille. Elle fait la série D. Elle a toujours des moyennes de 17, de 16. Ouais. Tu vois un peu la fierté des La fierté. parents, surtout quand on voit une fille qui fait une série scientifique et qui brille autant dans cette série. Donc, en termes de particularité, je dirais mon côté petite fille brillante et surtout cette particularité aussi d'obtenir des gens ce que les autres n'obtenaient pas facilement. C'est l'histoire j'ai 2 oncles, hein, c'est des oncles maternels qui étaient vraiment très difficiles à donner de l'argent. Mais moi, j'étais l'adorée et du coup, j'arrive quand même à obtenir des faveurs, des cadeaux de ces oncles qui, jadis, sont des personnes très, très difficiles qui n'arrivaient pas à donner. Donc, de façon récapitulée, je suis une petite fille comme les autres, mais ce qui me démarque, c'est mon côté brillant et aussi cette particularité d'avoir de l'influence positive sur les autres, même sur les aînés. Je vois que cette lumière, tu l'as depuis toute petite parce que elle est toujours présente. Ouais. Mais je voudrais savoir aussi, c'est vrai, tu dégages cette énergie positive, mais je suppose que, ayant quand même été cette élève brillante au parcours lumineux, il y a eu des moments où il y a eu des doutes. Il y a eu des moments où tout n'était pas en accord avec tes choix, avec tes principes. Pourrais-tu partager avec nous un de ces moments? Ok. Je dirais plutôt que quand j'étais petite fille, honnêtement, j'étais tellement confiante. Si j'ai un challenge à raconter, ça sera peut-être dans mes 25-30 ans. Mais en tant que petite fille, autour de 18, 19 ans, 20 ans, j'étais cette petite fille-là qui sait réellement ce que je veux. La preuve, déjà quand moi j'ai eu mon BEPC, je disais à mes parents que je veux travailler à la banque. C'est ce qui a fait que quand j'ai eu mon BEPC, j'ai fait la série D parce que je me suis renseignée. On me dit que je dois faire les finances et banques. Et qu'est-ce qui doit aller avec les finances et banques? C'est la série D. Donc, du coup, je suis directement allée dessus. Et quand j'ai eu mon bac, tac, j'ai fait les finances et banques et je suis rentrée dans l'industrie bancaire. J'avoue que quand j'étais petite fille, c'est vrai, j'ai grandi dans une famille modeste, j'avais pas de doute sur moi. Je savais, j'étais tellement sûre de moi. C'est peut-être après les 25 ans, les 30 ans, avec les problèmes de la vie, qu'il y a en tout cas des parcours où tu doutes ou bien des projets sur lesquels tu doutes. Je vois que malgré tout ça, tu es restée égale à toi-même. Oui. Comment tu as pu traverser ces défis pour quand même toujours rester toi-même? Je dirais, je m'accroche plutôt à mon intuition. Je suis une personne, si vous avez peut-être eu le temps de cohabiter avec les poissons, c'est des personnes qui parfois ont des doutes, mais c'est des personnes qui sont tellement connectées à eux-mêmes, qui ont une très forte intuition. Moi, je suis poisson, donc il y a toujours cette petite lumière, cette petite voix qui me dit, oui, c'est quelque chose qui est juste passager, tiens le coup, ça va passer. Et franchement, je me connecte à moi-même et j'ai cette petite voix qui me dit, ça va passer, tu es sur la bonne voie, va de l'avant. Et en dehors de ça, je fais aussi confiance au très haut, la personne qui nous envoie, parce que moi, je crois qu'on n'est pas sur cette terre-là par hasard. On est là pour accomplir une mission. Et tant que cette personne qui t'a envoyé sur cette terre t'a donné une mission particulière, et du moment où tu te rends compte ou bien tu es consciente de cette mission que tu as, tu ne peux que faire confiance en cette personne. Et moi, je fais
vraiment confiance à l'univers et à Dieu. Adieu. Et quand je traverse des moments difficiles, j'écoute du gospel, j'écoute de la musique, je fais de la méditation, je me connecte à moi-même, j'essaie de ne pas être sérieux, je sors, je danse, je vais au cours de danse et puis bon, après, tout ça là, ça passe et puis j'avance. Je vois que tu as une grande confiance en tes capacités. Absolument. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes femmes qui Mm. n'ont pas conscience de leur potentiel. Mm. Je souhaiterais que tu abordes ce sujet et que tu les laisses un message. Alors, qu'est-ce que je peux dire à une femme qui a du mal à avoir confiance en elle? D'ailleurs, je travaille avec des femmes qui manquent de confiance en elles sur des programmes de mentorat. Je suis mentor sur des programmes de Mastercard et autres. Et ce que je dis très souvent à ces femmes-là, c'est de faire une introspection parce que le manque de confiance a toujours l'origine quelque part. Ça vient des traumatismes, ça vient des blessures émotionnelles, ça vient de l'environnement dans lequel on a grandi. Et du coup, dans les échanges avec ces personnes, je leur demande comment est-ce que tu as passé ton enfance? Est-ce que tu es cet enfant-là à qui on donne la possibilité de prendre des risques? Et aujourd'hui, si beaucoup de personnes ont du mal à se faire confiance, c'est que, surtout les femmes, c'est que en Afrique, de façon générale, on nous éduque, on éduque la petite fille carrément. L'éducation qu'on donne à la petite fille, elle est différente de l'éducation qu'on donne aux jeunes garçons. On lui dit à la jeune fille, ne prends pas de risques, tu dois être comme ça, ne fais pas ça, une fille doit tenir comme ça, une fille doit faire les ménages et tout, une fille ne doit pas parler ouïa comme ça, une fille doit savoir se tenir en public. Ça, en fait, ça crée une certaine limite à la femme ou à la petite fille qu'on est. Ça nous bloque en fait dans notre capacité à se lancer, à se déployer, à essayer des choses, à se déployer sur des choses qu'on aimerait vraiment faire. Mais tellement on nous a mis dans un schéma qui était préconçu que on a du mal à aller sur des risques. Donc, du moment où on bloque ce processus, lorsqu'on n'a pas cette possibilité de prendre des risques, c'est difficile de se faire confiance. Et par expérience, moi, je sais que plus tu prends des risques et tu les relèves, plus tu vas sur des défis et que tu les relèves, plus tu as confiance en toi. La confiance en soi se construit. Et donc, pour les personnes qui nous suivent, qui manquent de confiance en elles, c'est de pouvoir vraiment rentrer en soi, de voir un peu ce qui les a vraiment blessés, quels sont les traumatismes qui les bloquent et de pouvoir travailler là-dessus. Et surtout, de faire des petites actions. Si vous savez que vous manquez confiance en vous pour parler en public, lorsque vous allez à une réunion, dites-vous que je vais poser une question. Préparez votre question. Prenez votre courage à deux mains. Posez cette question. Si ça passe bien, dites-vous que j'ai relevé le défi. Mais s'il y a quelque chose qui n'a pas marché, dites-vous que l'erreur est humaine. J'ai droit à l'erreur. Et vous essayez la prochaine fois. Et lorsque vous essayez, plus vous aurez cette confiance en vous. Vous vous dites, oui, j'ai essayé la fois passée, ça a marché. Oui, je vais encore essayer. Mesdames, l'erreur est humaine, osez prendre des risques. Absolument. Et si, je remarque également dans mon environnement, Oui. je ne vais pas parler que des femmes, hein, mais surtout nous, notre génération, ça baisse vite les bras à cause du découragement. Parce qu'on a essayé une fois, on a essayé une deuxième fois, et que ça n'a pas pris, on se dit, ben écoute, moi je suis pas bon pour ça, je suis nulle, on s'auto-flagelle. Comment vois-tu cette manière de faire de beaucoup de jeunes? Je suis complètement en phase avec toi
Aujourd'hui, les gens se découragent très rapidement. Pourquoi les gens se découragent rapidement? C'est ma lecture de la situation. C'est que aujourd'hui, on est dans un contexte digitalisé, on est sur les réseaux sociaux, les gens montrent ce qu'ils veulent montrer. Les gens montrent que les réussites. Les gens ont du mal à montrer les défis qu'ils ont eu à relever, les difficultés par lesquelles ils se sont passés ou ils sont passés pour pouvoir atteindre un certain nombre de levels. Vous voyez, donc du coup, on montre tellement les choses faciles. J'ai 20 000 abonnés, et je vais à Dubaï, la vie est facile. Au point où, lorsque on essaie des choses et que ça marche pas une fois, on se dit on est bon à rien. Mais je peux vous assurer, ceux qui me suivent, que lorsque vous voyez une personne au sommet, dites-vous que ça a été un parcours de combattant. Aucune réussite ne se fait sans effort, sans sacrifice. Il y a plein d'exemples et des personnes qui aujourd'hui sont des modèles. Je vais dire Steve Jobs, pas mal de personnes que nous suivons aujourd'hui. Quand vous voyez leur histoire, ils ne sont pas partis d'un jour au lendemain pour construire leur empire. Donc, à chaque réussite, il y a des challenges, il y a des sacrifices. Et donc, normalisons le fait que pour réussir, il y a l'autre côté de l'iceberg qu'il faut construire dans la durée et dans la constance. Si aujourd'hui, moi, je prends mon exemple, les gens ont toujours ce mot constant qui reviennent dans les rapports que ces personnes-là ont avec moi. Tout se construit dans la constance. Vous n'allez pas aujourd'hui commencer par créer du contenu, vous envoyez 5 contenus par semaine et en 2 semaines, c'est peut-être un contenu et en 3 mois, 2 contenus. On doit rester constant, aussi bien sur le projet que sur les défis que nous rencontrons effectivement sur le terrain. Et ce n'est que ça, le fait de rester résilient, le fait de pouvoir garder le cap, de ne pas se décourager et de continuer à faire des sacrifices et à garder cette constance-là qu'on pourra arriver au sommet où on pourra réaliser les projets sur lesquels nous sommes et les projets qui nous font vraiment rêver. Je vais partir de ton cas. Ouais. Toi qui as travaillé pendant longtemps dans les banques et qui t'est arrivé un jour et qui a décidé d'être entrepreneur, je suppose que tu as rencontré tellement de challenges. Oui. Et je voudrais quand même que tu nous fais part de quelques-unes parmi elles. Comment tu as pu passer d'une étape à une autre? Comment tu as pu rester et nous permettre tout ce qu'on voit de ici aujourd'hui? OK. Moi, je disais qu'à la base, je suis une personne qui sait ce que je veux. Ça, c'est un acquis. Je n'ai jamais balancé de gauche à droite. Je sais généralement à 90% ce que je veux. Je peux manquer peut-être les moyens par lesquels je vais y arriver, mais je sais que je veux atteindre ce niveau. Donc, les difficultés que moi j'ai rencontrées pour passer d'une étape à une autre, c'est que déjà, le fait de rester du côté de la banque, c'est un domaine très carré. Il faut respecter les procédures et tout. Mais avec l'âge, c'est un rêve d'enfant qui s'est réalisé. Moi, quand je suis arrivée à la banque, avec l'enthousiasme, l'enthousiasme qui montre réellement que c'est ce que je veux, j'ai gravi les échelons très rapidement. Chef caisse, chef service client, directrice d'agence, responsable des opérations. Mais avec le temps, il y a l'âge. Quand je dis l'âge, j'ai quand même pas 60 ans. Hein. Mais lorsqu'on construit une carrière, à un moment donné, on se connaît. C'est-à-dire qu'on arrive à atteindre
un niveau de conscience de soi. De soi. Et donc, dans ce voyage de conscience de soi, j'ai compris que en réalité, je suis faite parce que j'ai eu à en tout cas, j'ai eu à utiliser des outils comme le 10, j'ai eu à faire le calcul du chemin de vie, ma mission de vie. Donc, j'ai compris qu'en fait, je suis faite pour être pionnière de quelque chose. Je suis faite pour être vraiment leader. C'est vrai, quand j'étais à la banque, j'occupais des postes de responsabilité, je lidais mon équipe et tout, mais il y Ça a allait au-delà de au-delà, ça. il faut créer quelque chose. Et du coup, la routine s'installait parce que à un moment donné, il faut passer le cap. Et ce que moi, je veux aussi faire ressortir, c'est que dans notre parcours, lorsque vous rencontrez des difficultés, c'est qu'il y a un appel qui est de l'autre côté de la porte, qui vous attend. C'est pour ça que vous rencontrez des difficultés. Et là, je vais parler de ce qui m'a fait vraiment prendre, ce qui va être le déclic. J'étais à la banque, j'étais directrice d'agence et en 2020, on a fait le COVID et vous tous, vous savez qu'en temps de COVID, il y a rotation, on se retrouve en équipe très réduite. Et moi, j'ai fait la caisse avant d'être directrice d'agence, ce qui fait que moi, j'ai pas de problème à rentrer en caisse lorsque je vois que mon rôle est plein, il y a des gens qui veulent faire de dépôt, je peux rentrer en caisse. L'adaptabilité. Absolument. Donc, on a passé, bref, une année très, très, très compliquée où on était réduit en l'agence. Et quand on a fini cette année, en termes de gadgets à offrir aux clients, ce n'était pas comme avant où on donnait pas mal de choses, surtout à nos clients VIP. Et il y a eu un client VIP qui m'a créé un gros souci. Je lui ai envoyé ce que j'avais. Il m'a retourné en tout cas, les gadgets qu'on lui a envoyés. Oui, et si avec le chiffre que je vous fais, vous permettez de m'envoyer ça, à la limite du manque de respect avec les autres banques, j'ai eu ceci. Et le lendemain, je vois un mail qui tombe, qui me dit que j'ai mal parlé au client. Heureusement que, à un moment donné, moi, j'enregistrais, en fait, les communications entre moi et mes clients. Les clients. Voilà. Donc, en aucun moment, je n'ai mal parlé au client. Et du coup, c'est un mail qui est tombé, qui est envoyé à tout le personnel. Vous imaginez, pendant 16 ans de carrière, sinon pendant 10 ans de carrière, on envoie un truc comme ça qui salit, en fait, votre image. Et moi, j'ai un problème. Je respecte les gens. Quand vous faites quelque chose qui touche à ma dignité, ça, vraiment, ça me bouscule, ça me réveille. Donc, bref, pour dire que à un moment donné, lorsque vous travaillez pour quelqu'un, soyons vraiment honnêtes. C'est que votre destin se trouve dans les mains des gens. D'un jour à l'autre, on peut à tort ou à raison vous expulser lorsque vous travaillez pour quelqu'un. Je ne suis pas là pour prôner, en fait, pour dire que travailler pour quelqu'un, c'est mauvais. Pas l'idéal. Mais c'est une réalité. Si vous êtes dans le salariat et que ça a marché pour vous jusqu'à vos 30 ans de carrière, alhamdoulilah. Mais c'est une réalité. Lorsque vous travaillez pour quelqu'un, à tort ou à raison, votre destin est dans la main de cette personne ou des clients ou des personnalités qui sont plus gradées que ton boss et qui peuvent venir dire aujourd'hui que oui, tu m'as fait ceci, donc mettez cette personne-là à la porte, on va te mettre à la porte. C'est là où j'ai pris conscience. Et par rapport au fait que je sais déjà que je suis appelée à être pionnière, à faire autre chose de plus grand, j'ai dit, bon, je pense que c'est le moment. Et c'est ça qui a fait que j'ai réfléchi pour ma reconversion et j'ai trouvé ma voie. Mais est-ce que ça s'est fait d'un clic comme ça? Oui, aujourd'hui, je suis entrepreneur, j'ai mes premiers clients, tout marche bien. Non, pas du tout. J'avais pris une année sabbatique pour tester. Déjà, quand je partais dans mes congés sabbatiques, je ne savais pas exactement ce que je voulais, mais je sais que je veux créer quelque chose. Et du coup, dans
cette reconversion ou bien dans cette recherche de ce que je vais faire, j'ai commencé par écrire des contenus sur LinkedIn. Et quand j'ai commencé par écrire des contenus, j'avoue que en ce moment, il n'y avait pas l'IA, ou on va dire aujourd'hui, c'est IA. J'écrivais ce qui sortait, en fait, de mon expérience sur le terrain. Et j'ai toujours des retours après dans mon inbox quand on lit vos posts, c'est-à-dire c'est tellement simple à comprendre, on sent que vous maîtrisez et paf, 4 mois après ma création de contenu, j'ai une multinationale, une DRH d'une multinationale. C'est d'ailleurs mon premier contrat corporate qui me contacte en inbox après un contenu que j'ai créé sur une expérience que j'ai vécue dans un magasin prêt-à-porter qui me dit, Madame, j'ai besoin de vous pour former mon équipe. Et c'est parti comme ça. Je ne dirais pas que ça a été vraiment une ligne, ça a été très facile. Il y avait quand même des moments, je dis, oh, donc je vais quitter c'est-à-dire ma situation stable en tant que cadre avec les avantages de la banque, avec une situation stable, un bon salaire, une bonne situation, les gens te respectent, tu as une équipe, on t'appelle chef, directrice et tout. Et pour me lancer dans L'inconnu. et tu sais même pas où, mais de nature, je suis une personne têtue. Je peux rien. Et je n'aime pas la paix. C'est mon fils qui me dit, maman, pourquoi tu n'aimes pas la paix? Je n'aime pas la paix. Quand je suis là, il faut que je fasse en tout cas, l'inconnu ne me fait pas peur. Mais ça, à un moment donné, tu te demandes, est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce que ça va donner? Mais mon côté têtu prend toujours le dessus. Et puis, on y va. Je lis beaucoup de courage et de résilience dans ton Absolument. parcours également. Est-ce que le fait d'être une femme a pour toi été un frein dans la concrétisation de tes projets? Question piège. Non, mais c'est une question très pertinente. Je dirais que ça a été un frein et en même temps, comment je vais dire, un boost. Pourquoi un frein? Parce que il m'arrive de perdre des contrats parce que tout de suite, quand moi, mes interlocuteurs, c'est les DRH, soit c'est le DG qui me contacte, et que quand au premier contact, on te propose un déjeuner un peu trop privé. Vous voyez, est-ce que vous pouvez passer à la maison manger quelque chose? De ces genres de propositions m'ont coûté des contrats parce que je fais des rencontres, des dîners d'affaires, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, c'est important de venir dîner à la maison avec un homme qui est seul pour obtenir un contrat. Il y a des cadres quand même qu'il faut adapter pour un dîner ou un déjeuner d'affaires, parler de tout et ça. Donc, c'est un frein parce que je suis femme et du coup, j'ai aussi la malchance d'être belle. Ça, il faut le reconnaître. Donc, du coup, c'est normal que de ces situations se présentent. Mais c'est un frein. Parce que quand tu dis non, ça bloque tout et puis on te donne plus des nouvelles. Et moi, je normalise ça. Je dis, ça fait rien, quoi. Ça fait partie, en fait, du process. Et aux côtés de ça, j'ai eu des contrats parce que bon, c'est la discrimination positive. On dit, dans le lot, vous n'êtes que la seule femme. Mais quand on voit votre dossier, c'est tellement clean et tout. Et du coup, ça passe. Et justement, je voulais en venir sur cet aspect de tes propos-là. Quand on voit votre dossier, c'est clean, c'est parfait. La compétence aujourd'hui. Oui. On voit beaucoup de jeunes en entretien qui viennent avec un diplôme, parfois même un master, et sans vraiment d'expérience. Et très tôt, on te demande quelles sont vos prétentions salariales. Et le jeune homme et la jeune fille... 400 000, 500 000. Merci. Et tu as tellement reçu de jeunes et que tu trouves que celui-là, bon, finalement, par rapport à tout ce que j'ai reçu, on va essayer. Ouais. Tu prends le jeune et dans ton équipe, tu te retrouves à faire ce pourquoi
tu as recruté ce dernier. Oui. Pour parler de compétences, Mhm. je souhaiterais également que tu adresses un message à nos jeunes. Mhm. Parce que quand je vois ton parcours, courage, résilience, Mm. il y a eu également beaucoup de compétences. Mm. Sans parler du respect, de la bienveillance depuis le début en famille, de l'élève brillante que tu as été. Cette compétence aujourd'hui, ça se remarque encore dans tout ce que tu fais. Donc, je voudrais bien, s'il te plaît, nous laisser un mot par rapport à la compétence. OK. C'est vrai, hein, parce que moi-même, je recrute et j'avoue que on tombe sur des profils, tu te dis, bon, OK, ça peut aller. Déjà, même pour aller même tomber sur les profils. Aujourd'hui, je dis que tout le monde a le master. Nos enfants ont tous le master. C'est-à-dire, c'est le minimum. Oui. Beaucoup en ont. Oui. Mais déjà, quand je pars de mon expérience en entreprise, j'avais eu la chance de recruter des stagiaires quand j'étais directrice d'agence. Et j'avoue que la plupart ont le master, mais sur le terrain, il manque énormément de compétences. C'est-à-dire, on sait que les gens, nos jeunes frères ont les diplômes, mais la consistance même, le contenu de ce diplôme-là, ça manque un tout petit peu. Je viens pas porter du discrédit à ceux qu'ils ont comme diplôme, mais c'est une réalité que nous vivons en agence ou bien en entreprise en tant que chef d'entreprise. Maintenant, le candidat, tu le prends et généralement, ils sont très focus sur le salaire. Pourquoi? Parce que disent, oui, moi j'ai le master, on peut pas me proposer un poste à 200 000. Le niveau master, c'est minimum 300-400 000. La dernière fois, je discutais avec une amie qui est chef d'entreprise en Côte d'Ivoire. Elle se retrouve à taper le travail d'une de ses recrues, voilà, oui. de ses collaboratrices qui est chargée de la finance. Mais c'est une recommandation. Moi, je lui ai dit, écoute, ce que moi je fais aujourd'hui, je te prends en stage, pré-emploi, je vois ce que tu fais. Si tu es bon, je te gage, je te fais un contrat CDD, 1 an. Et après, on verra ce que ça va donner. Je ne vais plus pour recruter de dehors. Je prends dans mes stagiaires. Je vois quand je cherche à recruter à un poste aujourd'hui, j'envoie une demande de stagiaire. Je prends 3-4 personnes sur le même poste. Je vois comment chacun se déploie par rapport à son cahier de charge et après, je vois qui a plus tenu et je fais un contrat. Si je n'ai rien trouvé, je reprends le process. Pour nos jeunes frères aujourd'hui, il faut qu'on comprenne qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de masters sur le terrain. C'est pas le diplôme qui fait véritablement le job. La première des choses, c'est qu'aujourd'hui, ce que nos jeunes doivent savoir, c'est que on peut beau avoir le diplôme, mais si on n'a pas les compétences qu'il faut, vous allez quand même être embauché, mais vous n'allez pas faire long feu. Donc, ils doivent accepter d'abord, c'est-à-dire, je veux pas utiliser le mot s'humilier, mais commencer petit, c'est ça. Commencer petit. Si vous savez que vous êtes compétent, commencez petit. Ce n'est qu'une question de temps. Je ne suis pas là pour faire peut-être la promotion du minimalisme. Mais quand je t'écoute, même toi, tu l'as dit tout à l'heure, tu as commencé agent, j'ai commencé avec la caisse, voilà. après chef caisse et j'ai monté. Gravi les échelons. Voilà, donc il faut que nos jeunes frères et sœurs comprennent qu'on commence toujours petit pour aller de l'avant. Ça, c'est un. De deux, nos jeunes sœurs et frères doivent aussi apprendre à recevoir les remarques constructives. La bienveillance. C'est que aujourd'hui, tellement avec les diplômes master et tout, quand ils viennent et tu leur dis non, tu sais, c'est comme ça qu'on fait un bilan. Eux, ils ont le diplôme, mais sur le terrain, c'est pas comme ça que ça se fasse. Il y a peut-être une petite déclinaison. Quand tu leur dis, il y en a qui sont ouverts, qui acceptent, mais la plupart, ils vont te démontrer comment ils ont eu leur diplôme à Harvard, comment ils sont passés à Sorbonne, à Oxford pour atterrir à Cotonou, pour aller en Côte d'Ivoire et tout. Donc, la deuxième chose ou bien le deuxième point
à avoir ou la deuxième valeur à avoir en tant que chercheur d'emploi ou quelqu'un qui est carriériste, qui veut construire une carrière, un parcours, c'est d'être ouvert et d'avoir cette capacité à recevoir des aînés. Moi, je l'ai dit très tôt, j'ai ce côté respect des aînés. Donc, à apprendre des autres. Vous pouvez avoir master, mais celui qui vous coach en entreprise peut ne pas avoir même bac. Mais c'est lui qui était là avant toi, oh. Et c'est lui qui faisait le boulot. Et toi, tu connais papier, mais lui connaît le terrain. Et à la fin, c'est le terrain qui conclut. Donc, il faut qu'il soit vraiment comme humble pour apprendre des aînés. On a toujours quelque chose à vous montrer. Vous pouvez avoir votre master, mais sur le terrain, c'est autre chose. Et en dehors de ça, avoir ce côté relationnel. On parle d'intelligence émotionnelle aujourd'hui. On peut avoir un diplôme, mais si vous ne savez pas comment lire comment je vais dire, comment comprendre les émotions des autres, comment faire des choses correctement, vous êtes malade, vous n'appelez pas votre chef pour lui dire que je vais pas arriver. C'est quand il est 9 heures que tu l'appelles. Bon, tu viens pas au boulot. Ah, madame, tu sais, j'ai fait la fièvre, je suis en train de vouloir aller à l'hôpital. C'est ce qu'on vient que je vous raconte. Exactement. Donc ça fait partie du bon sens. Savoir-être. Savoir vivre le bon sens. Et quand vous aurez tout ça, vous pouvez faire carrière. Je veux lancer un appel, je veux profiter de ce creuset, de ce moment pour lancer un appel également aux parents. Parce que quand on parle de savoir-être, tu me diras, hein, pour toi, pour moi, ça va à la source. Tu as parlé tout à l'heure de ton environnement familial, le respect de l'aîné. Et je pense que ça devrait être une transmission des parents aux enfants avant que l'école ne puisse prendre le relais pour qu'après, au final, l'entreprise, l'écosystème entreprise que nous constituons prenne le relais. Donc, si tu peux nous donner un petit mot sur cela aussi, ça sera intéressant. Je suis complètement en phase avec toi dans la mesure où moi-même, j'ai aussi de cette génération Z dans ma maison. Mon fils aîné, il est dans sa 20e, il a actuellement sa licence. Il commence par, c'est vrai, il a commencé par faire le stage et après, on lui a fait un CDD. Qu'est-ce que j'ai remarqué chez ces jeunes, parce que j'en ai chez moi à la maison, c'est que ils réfléchissent pareil. Vous allez voir un jeune dans cette maison, dans votre maison, quand on échange, vous allez voir qu'il réagit de la même manière. Et ça fait que moi, mon expérience que j'ai eue déjà en tant que cadre de banque recrutant des stagiaires chez moi, j'ai déjà vu ce que je n'aimerais pas qu'on voit chez mon fils lorsqu'il sera en entreprise en tant que stagiaire. En tant que chef d'entreprise, je vois les stagiaires, le comportement et je n'aimerais en aucun cas qu'on relève ça comme point faible à mon enfant. Et ce que j'ai fait, vous n'allez pas croire. Moi, quand j'ai déjà programmé une séance de coaching à mon enfant, à mon fils, à la maison, on fait 2 séances par semaine de coaching de 2 heures. Et je mets sur table chaque tâche que j'ai relevée dans l'exercice de mon fonction en tant que cadre de banque et chef d'entreprise. Je laisse le sujet, je lui demande qu'est-ce que tu en penses. Voilà, par exemple, je dis, le gars, il est stagiaire, il est malade, il n'a pas fait signe. C'est quand je l'ai appelé qu'il m'a dit « Ah, madame, je suis malade, je vais aller à l'hôpital et tout. Qu'est-ce que tu en penses, Jason ?» Il va dire son chose. Moi, ce que je pense, c'est que il raconte sa vie et c'est pas très différent de ce que l'autre est. Il faut être honnête. Et après, moi, je donne en tant que maman et chef d'entreprise que j'attends d'un stagiaire quand cette situation se présente. Et après, il te dit, oh oui, maman, tu as raison, hein. Et moi, je voyais pas ça sous cet angle-là. Moi, je le voyais de l'autre. J'ai dit, OK, c'est comme ça que je coachais mon fils par rapport à ça. C'est le seul fils que j'ai. Et moi, je suis une maman un peu particulière. C'est le seul enfant que j'ai. Et les gens
attendre à ce que ce garçon soit un garçon chouchouté, Douillet. mais c'est plutôt le Le contraire. contraire. Il est le seul garçon, il fait le ménage, il fait la cuisine, il fait tout ce qu'une femme peut faire. Et du coup, quand il a fini sa licence, il est parti en stage. On lui a donné un stage de 3 mois. Après 1 mois, on lui a proposé un poste CDD sur 1 an. Je lui ai dit, au départ, c'était juste pour un stage. Je dis, c'est pas mal. Il faut aussi vivre une expérience en entreprise et peut-être 1 an faire le break et après tu es jeune. Après tu fais ton master et tu continues en doctorat. Vous voyez, donc pour dire que c'est un fait réel qu'on vit. Et nous, les parents, comme tu l'as souligné, on a un rôle très important à jouer. On doit être la base, la référence en fait de nos enfants, de nos proches, parce que les enfants prennent exemple sur nous. Et tant que nous démissionnons de cette responsabilité, ça va rien donner. Ça a marché chez moi et je sais que il y a pas mal de parents qui s'investissent, qui font beaucoup d'efforts pour qu'il y ait des résultats vraiment exceptionnels, pertinents dans la vie de leur enfant. Continuons par le faire. Maintenant, je lance un appel à ces parents qui, de par leur responsabilité professionnelle, déjà c'est compliqué. Moi, je n'ai que un. C'est peut-être pour ça que ça m'a facilité. Il y en a qui reviennent fatigués. Il y a le petit, il y a la grande et tout, et tout le monde se perd dans ce brouhaha. Mais de toutes les façons, on a cette responsabilité. Quand c'est bon pour nous. Quand c'est gâté pour nous. Donc, quelle que soit notre responsabilité, quels que soient les postes de responsabilité qu'on a, le temps qu'on investit dans l'entreprise de quelqu'un, il faut qu'on se rappelle que la première entreprise, c'est nos enfants, c'est notre famille. Et tant que ça là, on échoue dans ça, c'est qu'on a vraiment échoué dans la vie. Parce que c'est par rapport à cette responsabilité, si vraiment ce à quoi je crois, c'est-à-dire qu'un jour Dieu va nous demander un compte par rapport à ces petits bouts de chou qui nous a donné. Voilà. Donc, c'est par rapport à ça qu'on va nous demander des comptes. Et il faut quand même que le compte qu'on va donner, le rapport qu'on va produire au Tout-Puissant soit quand même acceptable vis-à-vis de ces enfants. Franchement, je te remercie pour ce beau conseil que tu nous donnes là. Ma question suivante est également alignée avec la précédente. On entend souvent, surtout en ce mois de mars, c'est une question qui revient tout le temps et j'en ai tellement entendu. Comment aligner vie privée, vie professionnelle pour une femme? Est-ce qu'il y a vraiment un équilibre qui peut être fait? Comment tu vois cette question ici? Question qui vaut combien de milliards? J'espère que j'aurai le chèque. En tout cas. En réalité, c'est vrai que les gens parlent très souvent de l'équilibre vie pro, vie professionnelle. Je ne sais pas si je dois dire que il y a vraiment équilibre, mais ce dont je suis certaine, c'est qu'il y a des choix à faire. Merci. Parce que quand je dis il y a des choix à faire, c'est que à un moment donné, il faut faire des choix par rapport à ce que tu attends. Moi, je viens de partager mon expérience par rapport à mon enfant. C'est vrai, je rentre tard, des fois c'est compliqué. Il m'arrive même de rater 2 séances par semaine que je lui ai accordées. Il m'arrive de rater. Je dis c'est pas grave, mais je baisse pas les bras. Donc, à un moment donné, il faut quand même comprendre que chacun se retrouve dans la situation qu'elle a choisie. Si tu as choisi en tant que femme d'être carriériste et d'être au foyer, il va falloir quand même qu'à un moment donné, tu fasses des choix pour que tu ne laisses pas une partie. C'est-à-dire que tu es trop à la maison. Quand le bébé a mal à la tête, tu appelles tes chefs pour dire « Mon fils a mal à la tête, donc je vais pas venir 3 jours » alors que tu as un dossier à présenter au conseil d'administration qui attend. On va te zigouer, on va te mettre derrière. Ça, on est d'accord. Tu vas pas non plus dire que oui, je suis directeur de département, donc tes enfants, ils dorment avant que tu ne rentres. Tu n'as pas de moment de qualité avec eux.
il faut à un moment donné faire un choix. Si ton enfant a mal à la tête, si tu as une bonne, la bonne va pouvoir gérer en attendant que tu nous fournisses le rapport qu'on doit présenter au conseil d'administration et tu vas appeler par moment pour... Je ne sais pas si tu vois un peu bien sûr. les choix. Savoir c'est quoi les priorités. Voilà. Pour Et faire la il part faut des choses. s'organiser. Merci. Il faut Essie. s'organiser de Merci sorte que l'organisation. nul ne soit lésé pour que chacun puisse vraiment se retrouver. On ne peut pas être là à 100% à nos enfants, mais qu'on trouve le temps d'échanger avec eux, de discuter, même si c'est 15 minutes que tu passes avec tes enfants, il faut que ça se fasse de façon qualitative pour que ceux qui passent peut-être 3 heures de temps, que ça soit comparable. L'enfant dira que oui, c'est vrai, ma mère n'est pas là tout le temps, mais les 15 minutes que je passe avec ma mère, c'est des moments de qualité que je n'oublierai jamais. Et que ton chef, les personnes, ou bien dans le milieu professionnel, disent que, ah, c'est une mère, pourtant, elle est responsable quand il y a un dossier chaud, elle est là pour assumer. Ce n'est que comme ça qu'on va pouvoir arriver à allier les deux. Sinon, on va te zigouer d'un côté ou d'un autre. Tu vas rater de l'autre côté. De l'autre côté, ça c'est sûr. Donc, voilà. Franchement, je suis très contente pour ces conseils. On va parler un peu du warm-up. Ouais, quand même. On va parler un peu du warm-up. Oui. Et je souhaiterais que tu nous dises l'idée du warm-up. Ok. C'est parti de quel constat et Ok. c'est quoi l'objectif visé chez les participants? Super. Ça, c'est une très belle question d'ailleurs. Si tu m'aurais pas posé cette question-là, j'allais me fâcher. Elle venait. Donc, en réalité, quand j'avais démarré ma vie entrepreneuriale il y a 3 ans, j'ai fait un constat. C'est que 70% de l'effectif en contact avec les clients est à 70% composé de femmes. D'accord. Donc, tu verras des femmes entrepreneurs, des femmes caissières, agents clientèle, commerciales, chargées de compte et tout. Par contre, elles sont moins représentatives dans les postes de décision. Et ça, tout le monde le sait de façon générale. C'est pas pour te couper, hein, mais je veux Oui. en profiter. Qu'est-ce qui justifie cela? Est-ce le manque de compétences? Qu'est-ce qui justifie cela? La femme de nature, elle n'a pas besoin qu'on lui dise comment prendre soin des autres. Et moi, la relation client ou les métiers en contact avec les humains se résument à ça. Comment faire en sorte que l'autre soit satisfait. Et nous tous, nous savons comment nous arrivons à mettre les petits plats dans les grands pour voir est-ce que les enfants sont bien, est-ce que les enfants ont mangé à la maison, le repas est déjà prêt, est-ce que papa a mangé, mon mari est rentré, mon mari voyage, est-ce que la valise, tout est OK et tout. Personne, on nous a déjà formés. Depuis l'enfance, on nous a éduqués à s'occuper des autres. Même nos frères qui sont plus âgés que nous, on dit, va faire la nourriture à ton grand frère. Donc, on nous a déjà appris à prendre soin des autres. Et le métier de la relation client se résume à ça, à côté des diplômes. Donc, aujourd'hui, nous tous, nous sommes d'accord, surtout sur le continent africain, que il n'y a pas d'école pour nous former sur la compétence de bien gérer les autres. On nous a déjà formés. La culture même nous a formés. L'éducation nous a formés à prendre soin des autres. Le gros problème, tu vas me demander, et si c'est quoi le problème alors, si c'est pas la compétence? Le problème aujourd'hui, ou ce que moi je remarque, c'est beaucoup plus un problème de développement personnel de la femme. Et ça va aussi, ça tire aussi sa source dans cette même éducation qu'on nous a donnée. La femme, elle a toujours
elle a toujours manqué de confiance en elle. Quand elle veut faire quelque chose, quand elle veut poster ne serait-ce que une photo sur statut, elle va appeler son grand frère et sa grand-mère au village pour voir si la photo, est-ce que sa bouche est bien positionnée, est-ce que ses sourcils ne sont pas débraillés. Avoir la validation de toute la famille avant de faire ça. Donc, c'est beaucoup plus, en fait, le développement personnel. Oui. La femme a du mal à prendre des décisions. La femme manque de confiance en elle. Mais c'est des compétences qu'on a besoin pour manager, pour arriver à un certain niveau de responsabilité. Lorsqu'on vous nomme directrice de département, il y aura des situations, tu n'as pas besoin d'appeler grand-maman au village là-bas, à Natitengu, pour lui demander ce que je dois faire, maman. Il faut prendre une décision très rapidement. Donc, ce qui fait que, en plus du fait qu'on est dans un système patriarcal, nous-mêmes, on a des défis qui nous barrent encore là, qui rendent en tout cas le choix difficile à ces personnes qui vont nous proposer à ces postes de responsabilité. Et donc, c'est ce qui, moi, m'a emmené à créer l'association Women Empowerment for Customer Care in Africa, qui est une association panafricaine. C'est d'ailleurs la première dans la relation client pour rassembler les femmes qui travaillent en contact avec les clients. Et quand je dis les femmes qui travaillent en contact avec les clients, c'est pas forcément dans les entreprises commerciales. Ça peut être dans une clinique, dans un centre de santé. Tant que ton métier te met en contact avec l'humain, tu es concerné. Et qu'est-ce que nous faisons au sein de cette association? C'est de former surtout sur les thématiques de développement personnel, la prise de parole en public, le leadership, tout ce qui permet à la femme d'être elle-même et de la préparer à accéder, à être crédible, à être éligible même à ces postes de direction ou à ces postes de responsabilité beaucoup plus élevés. Et du coup, quand on a lancé l'association l'année dernière, il y a déjà 6 pays de l'Afrique qui se sont alignés dans la vision. Et on fait des formations en ligne. On a un programme de mentorat. Et en dehors de ça, dans le fonctionnement de l'association, on s'est dit qu'on va se retrouver une fois dans l'année. On va choisir un pays membre. On fait une rencontre, un forum et en présentiel et qu'on donne la visibilité d'abord à l'événement, qu'on donne la possibilité aux gens de connaître ce qu'on est en train de faire et de pouvoir tendre la main à ces femmes qui ont besoin véritablement de ces coups de pouce, de ces formations pour pouvoir s'élever et atteindre les plus hauts niveaux des responsabilités ou de leadership. Et c'est ce qui nous emmène au concept WAMAP. Et WAMAP, c'est 8 mai et 8 for CCA annuel meetup. Donc, c'est la rencontre annuelle de 8 for CCA. Et c'est ce qu'on a fait il y a quelques jours, disons le 27 et le 28 mars à Cotonou. On a choisi Cotonou, Bénin, parce que aujourd'hui, Bénin fait partie des pays qui ont un bon country branding. Et on aimerait vraiment profiter de cette belle énergie du Bénin. Et c'est ce qui nous a emmené le comité à voter Bénin pour le faire. Et on n'a vraiment pas eu tort de choisir Bénin. Tu étais parmi nous. Tu as vu l'ambiance qui était. Et franchement, je profite de l'occasion pour dire merci à la population béninoise. Entre-temps, je suis la plus béninoise de toutes les Togolaises, si vous ne savez pas. Et toutes les personnes qui se sont déplacées, on a eu des gens qui sont venus du Gabon, du Togo, de la Côte d'Ivoire. Effectivement. Donc, on a eu droit à des panels très riches. Si. Donc, voilà un peu le concept de WAMAP. Merci. Si tu avais l'opportunité aujourd'hui de revoir cette jeune fille de 18-20 ans, Anna, que lui dirais-tu de ce que tu es devenue aujourd'hui et quel conseil lui donnerais-tu pour la suite? Ok. Bon, comme je l'avais dit, en 18 ans, la vie est belle, hein?
La vie est belle, j'avais pas de problème. Je faisais confiance au process, à ma bonne étoile et tout va bien. Mais je dirais, si j'ai un conseil à donner à la petite fille et s'il y a peut-être, qui a 25 ans, 30 ans, c'est d'abord de ne pas donner aux gens que ces gens-là ne t'ont pas demandé. Je donne un exemple. Je viens ici et puis Charles ne m'a pas demandé de lui laisser ma carte de visite Oui, et je force oui. de ne rien forcer. Ne donne pas aux gens ce que ces personnes ne t'ont pas demandé. Demandez. Et ça, pour aller encore plus loin, ne donne pas plus que On ce ne que t'en les gens demande. te demandent. Quand je viens ici, tu me demandes, et si est-ce que je peux avoir ta carte de visite? Je te donne ta carte de visite. Je vais pas dire, ah, tu sais, je connais quelqu'un qui doit être intéressé. C'est compliqué de dire des choses comme ça, mais c'est par expérience que je le dis. Lorsque vous donnez à quelqu'un ce qu'il n'a pas demandé, c'est que à un moment donné, les retours, ça peut être bon ou mauvais. La personne peut te dire, je n'ai pas besoin de ça. Et il peut avoir raison parce que en ce moment, il n'a pas besoin de ça. Et ça crée des frustrations pour nous, les personnes bienveillantes qui, jadis, moi, avant, je te vois, aujourd'hui, tu me demandes 5 francs, je peux te donner 10 000 en même temps parce que, entre-temps, quand tu as parlé de ton projet, tu as demandé 5 francs, je disais non, mais avec 10 000, tu peux prendre le studio, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Alors que c'était pas dans le programme de la personne. Mais toi, tu t'aurais saigné pour ça et après, quand la personne n'arrive pas vraiment à exceller comme toi tu l'as imaginé, ça crée des frustrations. Donc, le conseil que je m'aurais donné à 25 ans, 20 ans ou 30 ans, c'est de donner aux gens ce qu'ils demandent et de ne pas aller au-delà de ce que les gens te demandent ou de s'investir dans la vie des gens au-delà de ce que les personnes espèrent de ça. J'ai eu des frustrations de ma vie par rapport à ça et j'ai fait un travail sur moi pour que aujourd'hui quand tu me demandes quelque chose, si je peux le faire, je le fais. Je vais pas au-delà de ce que tu me demandes. Moi, je dirais rester soi, rester authentique. Absolument. Ne pas jouer de rôle. Encore merci ici. Je souhaiterais que tu nous donnes maintenant ton mot de fin. Mot de fin. Déjà, je te dis encore une fois merci. On s'est rencontrés sur WhatsApp. Ce fut une très belle rencontre et je suis honorée d'être là sur ton plateau pour partager. Tout plaisir pour moi, c'est moi qui me sens honorée. Voilà, comme mot de fin, ce que moi je peux dire à ceux qui nous regardent, c'est de rester vraiment eux-mêmes, de ne pas jouer un rôle parce que la vie, les gens se connectent à vous, les gens s'identifient à vous lorsque vous restez vous-même. Et par expérience, moi, j'ai connu des connexions tellement très agréables, intéressantes, juste parce que je suis et je resterai toujours moi-même. Merci. Merci. Chers internautes, nous sommes à la fin de notre émission. J'espère que cela vous a plu. En tout cas, moi, j'ai adoré. J'ai reçu plein de conseils de Essie. J'espère que vous également. N'oubliez pas de partager et d'aimer pour que d'autres personnes également comme vous puissent en bénéficier. En attendant de se revoir, prenez soin de vous et à très vite. Shine.